Merci à Anne Brassier, qui nous a apporté dans nos bagages, Anne Brassier qui, je le rappelle, est marraine de Terre et Famille, qui nous a apporté dans ses bagages, parce que Anne ne se promène jamais sans Sainte Jeanne d'Arc dans son sac. Voilà, merci Anne, je ne sais pas où vous êtes, mais merci beaucoup. Alors maître, merci encore d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un très grand honneur pour notre grande capitale de Briand de recevoir... Centre du monde, ça veut dire. Centre du monde, absolument. Et nous en sommes très fiers en tout cas. Et nous sommes très fiers de vous recevoir dans notre beau village. Donc vous êtes vraiment un grand avocat devant l'Éternel. Et vous avez défendu des personnes, je le dis parce que vous avez su défendre des personnes qui ont vu s'acharner contre elles les pouvoirs publics, l'opinion publique. Et je pense qu'il faut avoir une dose de courage. Moi, je m'en aperçois tous les jours. Pour oser dire quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps, il faut une dose de courage extraordinaire. Juste oser le dire, en fait. Et j'ai toujours cette tendance-là, c'est que c'est pas la violence la violence physique qui est importante, mais c'est le courage que nous avons à dire, à projeter à l'extérieur de nous ce que nous ressentons très fort, en fait. Je pense que c'est vraiment primordial. Alors, je rappellerai seulement que vous n'avez pas seulement écrit ce magnifique livre sur Sainte Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, que j'ai énormément aimé et que je n'hésite pas à qualifier de chef-d'œuvre parce que, en tant qu'avocat, vous nous avez fait participer, j'avais l'impression d'être dans la salle d'audience, et vous avez en plus eu cette grande discrétion. Jamais vous ne vous mettez en vedette. En fait, Sainte Jeanne d'Arc est vraiment la vedette. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Vraiment. C'est un livre pour moi très inspiré, en fait. Et vous avez écrit également Aux marges du palais, une biographie d'un grand avocat également, de Pierre-Antoine Berrier. Vous avez écrit Heureux qui comme Ulysse et 24 poèmes, ça c'est le titre, et 24 poèmes que nous devrions savoir par cœur pour dire à nos enfants. Donc c'est une anthologie évidemment, comme son nom l'indique, de la poésie française. Et puis vous avez écrit Paroles de roi, anthologie de paroles royales. Et puis sans oublier que vous rédigez régulièrement des articles dans Politique Magazine, qui est aussi un très bon journal, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Donc, merci maître. Nous vous laissons maintenant, comme nous avons coutume de faire, entre les mains de notre très sainte Vierge Marie. Vraiment, c'est une très grande joie qui est chaque fois renouvelée quand on me demande de parler de ce livre, qui, comme l'a très bien dit Stéphanie, n'est pas mon livre. Vous n'avez qu'à regarder la couverture. L'auteur, c'est Jeanne d'Arc, c'est pas moi. Et c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité pour en faire, si on peut dire, la promotion, parce que c'est bien de faire la promotion de son livre, mais ça a toujours un aspect un petit peu gênant. Tandis que là, je fais la promotion très librement, parce que c'est pas mon livre, c'est le livre de Jeanne d'Arc. Et tout à l'heure, vous avez dit que j'avais eu la discrétion de m'effacer. Mais en fait, cette discrétion de m'effacer, je dois le dire en commençant, elle ne m'est pas venue spontanément. J'avais commencé à écrire ce livre il y a 2 ans, en prenant le procès de Jeanne d'Arc que j'avais sur ma table depuis, j'allais dire presque depuis toujours, parce que j'ai fait ma première conférence publique à 19 ans sur le procès de Jeanne d'Arc. Et à l'époque, j'étais très fier parce que je disais, elle a 19 ans et moi aussi. Maintenant, ça a un petit peu changé quand même, mais elle a toujours 19 ans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une part très importante de la fascination qu'elle exerce, c'est qu'elle est restée avec ses 19 ans. Et donc, je l'avais beaucoup pratiqué, ce texte. Je l'avais beaucoup pratiqué et j'ose dire que je ne l'avais pas vu. Et j'ai compris maintenant, de façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus vivante, vécue, combien l'Église, par exemple, a raison de nous faire réviser sans arrêt et reprendre sans arrêt les textes sacrés, les lire et les relire. On pourrait dire, mais enfin, ça y est, on le connaît, cette parabole, ça fait 10 000 fois qu'on l'entend. Et puis on s'aperçoit à la 10 001e fois qu'on ne l'avait pas vu, vraiment. Et c'est la propre des textes extrêmement riches, extrêmement forts, d'avoir toujours quelque chose de nouveau à donner. Et donc je ne l'avais pas vu. Et puis un jour,
j'ai pris ce livre et je me suis dit, si je le regardais en avocat, ça veut dire que c'est pas la preuve d'une rapidité d'esprit extrême que de mettre 50 ans de vie d'avocat pour dire je vais lire un procès en avocat. J'aurais pu le faire avant. Bon. Mais je ne l'ai pas fait avant. Et je crois d'un autre côté que ça ne m'a pas été complètement inutile parce que certains procès politiques, au pluriel, que j'ai eu à mener m'ont, je crois, bien formé pour arriver à comprendre ce procès de Jeanne, qui est le premier procès politique de l'histoire. Premier grand procès politique de l'histoire. Il y a eu le procès de Socrate, mais le procès de Socrate, on n'a pas les textes. On a des comptes rendus que Platon et Xénophon en ont fait, mais on n'a pas en direct. Le premier dont nous avons en direct le texte, c'est le procès de Jeanne. Et donc j'avais commencé à faire cette étude, et j'avais fait les 3 ou 4 premiers chapitres, et puis j'avais pris pour me guider des textes du procès de Jeanne, le texte préfacé par Robert Brasillac, le texte préfacé par le père Riquet, le texte préfacé par le père Doncoeur, qui sont à peu près les mêmes, mais il y a juste des petites variantes, donc c'était pour arriver à avoir un texte vraiment exact. Et chacun de ces auteurs avait fait une belle préface, celle de Brasillac étant d'ailleurs la plus belle. Et donc, je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse ma préface. Et donc, j'ai fait une préface sur laquelle j'avais bien travaillé, une préface d'une 20aine de pages. Bon. Et puis, un jour, je déjeune avec l'un de mes grands amis, et que je considérais comme un très grand conseil dans ce domaine, qui est l'acteur Jean Piat, qui est un acteur maintenant âgé, puisqu'il a 92 ans et demi, comme il dit. J'ai 92 ans et demi, comme les enfants qui disent j'ai 6 ans et demi. Bon. Mais il joue encore à Paris aujourd'hui, avec une jeunesse qui l'accompagne, qui est Mylène de Mongeau, qui a 84 ans et demi. Bon. Donc, il faut ce qui prouve que l'art, l'amour et le théâtre n'ont pas d'âge. Et donc, je déjeune avec lui et je lui dis, Jean, voilà, je suis en train d'écrire un livre et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Et il me dit, mais j'ai pas le temps, c'était il y a 2 ans, j'ai 90 ans, je suis quand même un vieux monsieur, et puis je prépare une pièce de théâtre, c'était pas la même que celle qui joue. Et donc, j'ai pas le temps. Et puis finalement, il prend mon texte, et dans l'après-midi, il me téléphone, et il me dit, j'ai pas fait la sieste, j'ai lu votre truc, vous tenez quelque chose de fantastique, mais fantastique. Mais alors, je vous en supplie, virez-moi votre préface. Je dis quand même, Jean, ma préface, elle n'est pas belle. Il me dit, mais on s'en fout complètement. Je ne sais pas si elle est belle ou pas, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est Jeanne. Et votre préface, elle nous fait un mur avant Jeanne. 20 pages avant d'arriver à Jeanne, c'est fatigant. Bon. Alors, je dis, bon, bah, très bien. Et puis, il me dit, et surtout après, vous savez, vous nous emmenez à la salle d'audience, que vous avez dit, Stéphanie, vous emmenez à la salle d'audience, vous nous faites voir ce qui se passe, vous nous expliquez ce qui se passe, et vous vous effacez. Vous m'entendez? Vous vous effacez. C'est Jeanne qu'on voit, et vous, on ne voit pas. Et il a ce mot extraordinaire, pour une fois, un avocat sera humble. Et je lui ai dit, venant d'un acteur, ça manque pas de scène. Hein. Bon. Mais j'ai suivi. Donc vous n'aurez pas ma préface. Vous pourrez ouvrir mon livre, il n'y a pas ma préface. Je l'ai jetée. Pas de rage, mais je l'ai jetée. Elle ne servait à rien. Bon. Et après, j'ai suivi les conseils. Et j'ai dit, mais effectivement, je vais la prendre et je vais trouver après un éditeur que j'ai trouvé qui va me faire des 2 choses que je demandais, c'est-à-dire la présentation. Et je dis parce que cette présentation, c'est l'introduction et c'est aussi le résumé de tout ce qui se passe. Et quand j'ai demandé à mon éditrice, je lui ai dit, bon, vous avez lu mon texte, maintenant je voudrais la première de couverture. Vous savez, ceux qui ici peut-être se sont essayés à écrire des livres, savent que les éditeurs, en général, vous disent, monsieur, la première de couverture et la dernière, c'est nous. C'est notre métier. Vous, les auteurs, vous n'y connaissez rien. D'ailleurs, j'avais vu avant une dame très chic et très parisienne, responsable d'une grande maison d'édition, et à qui j'avais dit, je voudrais ça. Et qui m'avait dit, non, là, vous n'y entendez rien, on va mettre Jacques Trémollet de Villers, avocat, accusé, levez-vous. J'ai dit, bon, ça va. Ouais. Et finalement, on ne s'est pas entendu, ils n'ont pas voulu de moi, j'ai pas voulu d'eux, donc c'était réglé. Et je suis arrivé aux Belles Lettres, où les Belles Lettres m'ont dit, elle m'a dit, mais oui, mais je suis complètement d'accord. Et je lui ai dit, voilà, ce que je veux, c'est cette couverture-là, dont je vais parler dans un instant, et puis je veux que Jeanne d'Arc soit l'auteur. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ben, c'est évident, c'est pas vous l'auteur. Je dis, bon, là, on est bien d'accord. Bon. Et ensuite, dans le corps du texte,
que vous verrez si vous achetez ce livre, et surtout si vous le lisez. Je fais une petite incidente, ça fait à peu près 1 an que je sillonne la France avec ce livre. Beaucoup de gens l'ont acheté, parce qu'il y a eu un gros tirage, et pas beaucoup de gens l'ont lu. J'ai lu complètement. Ils ont tort, hein, parce que c'est un bijou. Mais en fait, je m'aperçois, d'ailleurs, ils me disent, à qui je le dédicace? À ma maman, à mon papa, à ma petite fille, à mon cousin, à mon neveu. Je dis, et vous, ça vous intéresse pas, non? Et bon, je sais pas, je vais pas être indiscret. Mais donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils disaient, ça fera un beau cadeau. D'autant que quand c'était proche de Noël, ça fait un peu boîte de chocolat. Enfin, c'est quand même très, très joli. Bon. Et en plus, on le met dans sa bibliothèque et on dit, on l'a. On a le procès de Rouen. Et puis, après, un jour, on le lira. Mais le jour vient pas. Bon, enfin. Puis après, on dit, c'est peut-être du vieux français, c'est peut-être compliqué. Puis c'est un truc d'avocat, c'est peut-être droit. J'ai pas fait de droit, moi, ça m'intéresse pas. Bon. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il faut pas faire tout ça. Bon, il faut le lire. Bon. Et donc après, je lui ai dit, on va faire donc Jeanne en gras, et puis l'avocat, enfin celui qui commente, en petit. Et donc, j'ai obéi complètement à Jean-Pierre, je me suis mis en petit. Et j'ai été d'une humilité extraordinaire. Bon, donc, et je m'en vante, comme toujours. Dès qu'on est humble, on s'en vante. Bon, et donc, ce qui pose un problème insurmontable à l'humilité. Donc, et donc après, j'ai voulu cette couverture, pourquoi? Parce que cette couverture, c'est une tapisserie qui est au Louvre, qui a été découverte en 2010. Donc, c'est pas vieux, hein. Retapé, etc., et installé au Louvre en 2012. Ça fait donc 5 ans. Et vous entrez dans cette grande salle des tapisseries, il y en a une vingtaine, et vous ne voyez qu'elle. Parce que même s'ils ont fait tous les efforts possibles pour rendre au mieux, cette couleur-là ne rend pas l'éclat du pourpre de cette tapisserie quand vous allez au Louvre. Et en même temps, elle symbolise toute l'œuvre de Jeanne. Un peu terrible ce que je dis là, parce que ma conférence pourrait s'arrêter tout de suite. Vous avez au centre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, roi de l'univers, qui rayonne sur le monde entier. Il est vraiment le roi du monde, le monde entier. Et vous avez l'archange Saint-Michel et l'archange Gabriel qui descendent et qui couronnent directement Charles VII. On l'appelait le dais de Charles VII, parce qu'on pensait qu'elle était au-dessus de sa chaise royale, là, comme ça. Et donc la couronne descendait directement sur elle. Et c'est exactement la scène que l'on trouve à l'intérieur du livre quand Jeanne, taraudée par ses juges, finit par leur raconter une partie d'une scène qui s'est déroulée à Chinon et dans laquelle elle a apporté au roi de France la couronne. Mais c'est pas elle qui l'a portée, c'est un ange qui l'a portée. C'est un ange qui est venu et qui a porté la couronne au roi de France directement. Et Marc Fumaroli, qui a écrit un magnifique petit ouvrage que vous pouvez trouver au Louvre, qui commente cette tapisserie, dit « c'est la révolution de Jeanne ». Parce que Jeanne, à ce moment-là, dit « le roi de France tient son pouvoir directement de Dieu ». Il est couronné directement par Dieu, il est le lieutenant du roi des cieux et il n'a pas besoin de la médiation ecclésiastique. Alors, c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Et là, j'en viens maintenant à l'histoire. Je vais faire juste un tout petit rappel d'histoire, parce que je sais que puisque vous êtes ici, vous êtes tous des gens très cultivés et très savants, mais je m'aperçois quand même de temps en temps qu'il y a des notions qui sont un petit peu confuses, quoi. Même chez les plus savants. Donc, je reprends, mais très vite. Nous sommes, quand Jeanne démarre, nous sommes en 1429. Bon. 9 ans avant, on a signé le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes. Par le honteux traité de Troyes, le roi de France, Charles VI, fou, et sa femme, la reine Isabeau de Bavière, dont la réputation était qu'elle était, pardonnez-moi à chastes oreilles, la plus grande putain de la chrétienté, ce qui prouve que ce n'était pas un brevet de moralité. Et donc, ce qui prouve qu'elle était non seulement de mœurs légères, mais de mœurs vénales aussi. Bon. Donc, le roi de France, Charles VI, fou, et la reine Isabeau de Bavière, qui était ce que je viens de dire, cèdent le royaume de France
au roi de France et d'Angleterre, Henri V, et déshérite Charles VII, le fils de Charles, le futur Charles VII, le dauphin, le déshérite au motif qu'il était parricide. N'importe qui, hier, avant-hier, au XIVe siècle, au XIIIe siècle, au Xe siècle, au XXIe siècle, n'importe qui aurait dit un traité par lequel un homme en état de démence, accompagné d'une femme vénale, vend son bien le plus cher à un tiers en déshéritant son fils en disant qu'il est parricide, il est vraiment fou. Donc le traité ne vaut rien. Ce que disaient tous les bons Français de l'époque. Mais l'Université de Paris, qui était ce qu'on fait de mieux sur le plan intellectuel, sur le plan culturel et sur le plan cultuel, sur le plan religieux, qui était, d'ailleurs, elle se définissait elle-même, vous allez voir, c'est très simple, le soleil radieux de la chrétienté, dans une humilité qui dépasse toutes les humilités. Donc ce soleil radieux de la chrétienté avait trouvé que ce traité était remarquable, parce qu'il mettait fin à la guerre de 100 ans, qu'il mettait fin à cette guerre en faisant la paix universelle, et voyez comme les choses sont toutes proches, en faisant une sorte d'union européenne dans laquelle disparaissait le royaume de France. Et ainsi, on arrivait à faire une paix complète. Et donc, c'était bien. Et l'Université de Paris avait elle-même rédigé le serment que tout bon Français devait prêter, allégeance au roi de France et d'Angleterre, et de lutter par tous les moyens contre le prétendu Charles VII. À la suite de ce traité, qui lui-même est la suite de la bataille d'Azincourt, 1415, où les chevaliers français ont été laminés. C'est l'une des plus grandes défaites de notre histoire. On a 3 grandes défaites qui se suivent: Crécy, Poitiers, Azincourt. Il faut toujours méditer là-dessus. Crécy, Poitiers, Azincourt, là, on a pris des raclées terribles. Et après Azincourt, le roi d'Angleterre a fait trancher la tête de 500 des chevaliers français prisonniers. On n'a pas attendu le djihad pour trancher les têtes. Et 500 chevaliers français prisonniers, à la grande stupeur et à la grande horreur des chevaliers anglais, qui ont dit « Sire, c'est pas possible. C'est contraire à toutes les lois de la chevalerie. C'est contraire à toutes les lois de la guerre. Et en plus, c'est absurde, parce que ces chevaliers, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les rend contre rançon. Et la rançon nourrit l'effort de guerre. » Mais le roi, qui était plus malin qu'eux, même s'il était plus cruel et plus fourbe, a dit « Non, mais on va le faire quand même. » Et comme ils n'ont pas voulu le faire, il l'a fait faire par des tueurs professionnels. Et ainsi, il avait décapité, c'est le cas de le dire, toute la noblesse française. Et il pouvait rentrer dans le pays sans rencontrer d'obstacles. Il avait épargné 2 seulement, Charles d'Orléans et Jean d'Alençon, parce qu'ils étaient de sang royal. C'est tout. Et là, il s'est dit quand même, on ne va pas pouvoir le faire, là, vis-à-vis de tout le monde entier de la chrétienté, ça va être monstrueux. Donc on en est là. On en est là, et ensuite, on est allé de défaite en défaite, et le petit roi, le petit prince, alors ensuite Charles VI meurt, Henri V meurt aussi, parce qu'il y a quand même aussi, ça arrive chez tout le monde. Bon, Henri V meurt, et donc on a en Angleterre un tout petit garçon, Henri VI, et c'est en fait le régent, le duc de Bedford, qui commande. Encore défaite, et défaite, et défaite, et il reste Orléans, qui est le nœud du passage de la Loire, et le roi se trouve à Bourges, à Chinon, et il est relégué là, et il est dans un tel état qu'un ambassadeur de Venise, qui sont les meilleurs chroniqueurs du temps sur l'histoire, écrit à la Sérénissime République « Si Orléans tombe, le roi Charles pourra aller chercher son pain à l'hôpital. » Voilà où on en est. On en est là, et normalement, Orléans va tomber, ce qui est aussi une infamie, au point de vue du droit, du temps, parce que Charles d'Orléans est prisonnier en Angleterre, et une règle du droit de la guerre du temps veut qu'on ne mette pas le siège sur une ville dont le chef, dont le seigneur est prisonnier en ce moment, parce qu'il ne peut pas la défendre. Mais les Anglais, qui n'ont pas trop changé là-dessus, disent on s'en fout des lois de la guerre, on prend Orléans. Bon. Et donc ils mettent le siège à Orléans. Et on en est là, et Orléans va tomber, et tout va être résolu. Et le roi Charles ira je ne sais où. Le roi Charles, d'ailleurs, est tellement désespéré qu'une nuit,
dans le château de Loches, où il se trouvait, il se lève et il va dans la chapelle du château et il fait cette prière, tout seul. « Seigneur, si je ne suis pas le fils de mon père, ce qui ne serait pas impossible vu l'inconduite de ma mère, eh bien envoyez-moi un signe, parce que toutes ces défaites sont peut-être la conséquence du fait que je ne suis pas l'héritier légitime. Alors si je ne suis pas l'héritier légitime, il était atteint du mal le plus terrible, qui est le mal du doute sur lui-même. Alors dans ces cas-là, eh bien écoutez, envoyez-moi un signe, et puis je me retirerai en Aragon ou en Écosse, mais j'abandonne la guerre, c'est plus la peine de faire tuer les gens pour rien. Il en était là. Quand des marches de Lorraine arrivent, alors je suis obligé, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Jeanne, parce qu'on va arriver au procès. Quand des marches de Lorraine arrive cette jeune fille, en 11 jours, direct, tout droit, vous voyez sa route, là, Don Rémy, Chinon, c'est tout droit. Elle arrive et elle entre, je vous passe les détails, elle entre dans la grande salle du château de Chinon, et elle va directement au roi qui s'était caché, il avait mis un autre sur la chaise royale, et lui s'était caché. Elle arrive devant le roi, et le roi, à ce moment-là, si vous voulez savoir comment il est, c'est pas très compliqué, vous regardez les tableaux de Fouquet, et vous voyez un homme dont les paupières tombent, les joues tombent, la bouche tombe, le menton tombe, tout tombe. Et en plus, il a des genoux qui s'entrechoquent. Bon. Et Jeanne arrive et se met un genou en terre devant lui, et ça, c'est pas elle, c'est moi qui le dis. Et je pense qu'elle a dû penser, bon, il va falloir faire avec ça. Mais ça, c'est moi qui le dis, c'est pas elle. Et elle lui dit, et elle l'entraîne dans la petite chapelle qui est au bout de la grande salle. Et là, elle lui dit, en le tutoyant pour la seule fois de sa vie, « Je connais ta prière secrète. Et je suis venu te dire de par Dieu que tu es vrai héritier du royaume de France. » Et donc là, il ressort, et de la vie de tous, de toutes les chroniques, il ressort, il était tout remonté de partout. Il était tout transformé, les gens se disent, c'est passé un truc. Bon. Et donc, après l'avoir fait examiner Jeanne par des docteurs, par des femmes, d'abord par des femmes, pour voir si c'était un homme ou une femme, si elle était femme ou si elle était vierge. Bon, donc ils ont dit, oui, les femmes ont dit, oui, c'est pas un homme, c'est une femme et elle est vierge. Bon, ensuite par les docteurs et qui ont dit, les docteurs de la loi, bien sûr, qui ont dit, bon, eh ben, c'est vrai, elle est de bonne doctrine et de bonne mort. C'est pas une hystérique, c'est pas une diabolique, c'est pas une sorcière, c'est bon. Donc, c'est pas une folle. Bon, donc il avait toutes les garanties. Et il lui donne les armes. Il lui donne 12 000 hommes. 12 000 hommes. 12 000 hommes, 12 chevaux, 12 000 écus. C'est le chiffre de Jeanne, 12. Et 12 000 hommes, je ne sais pas si vous notez, 12 000 hommes aujourd'hui, c'est un corps d'armée. Donc Jeanne était général de corps d'armée à 17 ans. À 17 ans, Napoléon était lieutenant. César n'avait pas commencé sa carrière. C'est prodigieux. Bon. Donc elle est là. Et alors, je vous passe tous les détails. Elle écrase tout le monde. Orléans, vous connaissez ça. Meung, Beaugency, Patay. Elle fait sacrer le roi à Reims. En 5 mois, elle a mis par terre tout l'édifice construit par le traité de Troyes et par des années de guerre, par l'université de Paris. Ce qui fait, et là j'en arrive au procès, ce qui fait que quand elle est prisonnière à Compiègne, immédiatement, dans les 8 jours, l'université de Paris écrit au roi de France et d'Angleterre, c'est ainsi qu'on l'appelait, il faut la juger. Ça s'était jamais vu. Jamais. On ne jugeait pas l'adversaire qu'on venait de faire prisonnier. Ou on lui coupait la tête, comme l'avait fait le roi pour les chevaliers d'Azincourt, ou on le vendait sous rançon, mais c'est tout. Ou on le gardait, sans le vendre, prisonnier. Mais le juger, pourquoi le juger? Et au nom de quoi? Donc on invente un premier jugement, une première chose, une première dans l'histoire de l'humanité, qui après aura des suites et grandira. On connaîtra les procès soviétiques, enfin tous les procès politiques et les procès idéologiques, où il faut que, et ça commence avec Jeanne, il faut que l'ennemi ne soit pas seulement vaincu, mais qu'il soit misérable, qu'il soit haïssable, qu'il soit une sorcière, qu'il soit diabolique.
Donc Jeanne, c'est pas seulement l'ennemi que par une chance extraordinaire, on a fait prisonnière, c'est une sorcière, parce que il faut que l'univers entier sache que le roi Charles VII, le prétendu roi Charles VII, a été couronné à Reims grâce à une sorcière. Et que donc il soit déconsidéré totalement au vu de toutes les cours d'Europe, de la chrétienté, jusque chez le Grand Turc, parce qu'on parlait de Jeanne jusque chez le Grand Turc. Et la seule façon de le faire, c'est de faire, comme disait Cochon, un beau procès. Et donc ils nous ont fait un beau procès. 4 greffiers, 2 en latin, 2 en français. Parce que le procès se déroulait en français, puisque Jeanne ne parlait pas latin. Mais la langue judiciaire du temps, c'est le latin. Donc les greffiers notaient en traduction simultanée. Ce qui prouve que, je ne sais pas s'il y a des greffiers dans la salle, ou des magistrats, mais on n'a plus de greffiers aujourd'hui capables de vous traduire directement en latin les interrogatoires. Remarquez, c'est un peu du latin de cuisine, hein. Respondit Johanna, etc. Mais c'est pratique parce que justement, on devine même la phrase de Jeanne sous le latin. Et comme on a à côté le texte en français, on recompose très bien. Mais il en fallait 4 parce que le procès commence le 21 février 1431 et il commence dans la grande salle du château de Rouen, grande salle de la chapelle royale du château de Rouen. Ils sont 45, 47, parfois 60 juges. Presque aussi nombreux que vous, là. Et elle, comme moi, enfin 19 ans, quoi. Et plus de charme. Et devant, toute seule. Devant, alors ils sont tous insignes docteurs en sacrée théologie, ou insigne docteur en l'un et l'autre droit, c'est le meilleur de l'université de Paris. Bon. Donc, ils sont tous venus. Cochon était chancelier de l'université de Paris. Il était aussi évêque. Donc, évêque, père abbé, grand inquisiteur. Alors, vous imaginez les robes, les croix pectorales, les trucs, enfin, tout. On ne peut pas imaginer plus impressionnant. Bon. Et Jeanne comparait là, devant, premier jour. Et alors moi, en étudiant mon procès, j'ai pris donc audience par audience. Et je commence forcément par la première audience. Première audience, et à la première audience, j'ai découvert Jeanne, à la première audience, honte à moi, comme je ne l'avais jamais vue avant. Jamais. Et pour une chose extrêmement simple. Extrêmement simple. Cochon lui dit, bon maintenant, vous allez jurer vous avez prêté serment, de dire la vérité sur toutes les questions qu'on vous posera. Ce qui, à l'époque, était la procédure banale et ordinaire du temps. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Le président d'une cour d'assises dit à l'accusé « Vous avez le droit de vous taire et vous avez même le droit de mentir. » À quoi l'accusé répond, bien chapitré par son avocat « Je n'en abuserai pas, monsieur le président. » Et après ces précautions d'usage, qui sont l'hypocrisie judiciaire qui existe aujourd'hui comme elle existait au XVe siècle, et comme elle existait il y a 25 siècles, et comme elle existera encore dans 20 siècles si la Terre tourne. Après, au bout de 5 minutes, n'importe quel président de cour d'assises aujourd'hui dit à l'accusé « Enfin, monsieur, vous êtes là pour dire la vérité, vous allez répondre, oui ou non ?» Bon, ce qui fait que tout ce qu'on a dit, et toutes les précautions oratoires qu'on a dit avant ne servent à rien. Et là, c'est pareil, sauf qu'on était un peu plus franc, si on peut dire. On dit « Vous allez prêter serment de répondre la vérité sur tout ce qu'on va vous demander. » Et Jeanne, tout de suite, encore une fois, 19 ans, elle ne sait ni A ni B, elle n'a jamais fait de droit. Elle dit « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Peut-être me poseriez-vous une question sur laquelle je ne vous répondrai pas. » Cochon est sidéré. Là, il s'est dit bon, j'ai un os, quoi. Bon. Et donc, il dit « Mais enfin, vous allez jurer de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi, et que vous saurez. » Et Jeanne, comme s'il n'avait pas parlé, de mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Vous voyez, elle fait quelque chose que, alors c'est là où l'avocat est sidéré, quelque chose qui est vraiment révolutionnaire devant un tribunal. Il y a une chose, devant un tribunal, il y a deux
deux éléments qui sont complètement permanents. Le juge a la maîtrise de la matière de l'interrogatoire. Ça se traduit par une procédure très simple. Il dit à l'accusé, monsieur, c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui répondez et pas l'inverse. C'est moi qui fixe le débat et pas vous. Et il a la maîtrise du temps du procès. Ce sont les deux maîtrises qu'aucun juge ne peut jamais abandonner. Et là, Jeanne, tout de suite, elle prend la maîtrise de la matière du procès. De mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Là-dessus, je parle. Mais des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fort au seul Charles, mon roi. Et je ne les révélerai même si on devait me couper la tête. Donc, moi qui me posais la question, pourquoi, que cherchent les juges? Pourquoi posent-ils leurs questions comme ça? Et quel est le système de défense de Jeanne? Je me dis là, immédiatement, le premier élément du procès, la première recherche des juges, c'est le secret entre Jeanne et le roi. Et Jeanne, avant même qu'on lui dise, avec une intuition qui est prodigieuse, elle a pigé. Elle dit, ben ça vous le saurez pas. Vous pouvez toujours courir, vous le saurez pas. Et elle ajoute, même si on devait me couper la tête, car j'ai eu cet ordre par vision, j'entends par mon conseil secret de ne rien révéler à personne. Elle dicte toute sa stratégie dans le procès. Vous voulez le secret du roi, vous l'aurez pas. Et puis la personne à qui vous parlez, elle a un conseil. Et son conseil, c'est un conseil secret. C'est un conseil qui vient d'en haut. C'est un drôle d'obstacle pour le juge. Et elle termine, et avant 8 jours, je saurai bien si je dois les révéler. Donc elle renvoie à huitaine. Comme les avocats ont dit, monsieur le président, s'il vous plaît, renvoyez à huitaine. Bon. Et après, elle dira, reposez-moi la question dans 15 jours. Et une autre fois, elle dira, dans 2 ou 3 mois, peut-être, je vous répondrai. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, là? Ben, c'était évident. Elle gagne du temps. Elle gagne du temps parce qu'elle se dit, ces gens-là, ils sont là pour me tuer. C'est évident. Bon. Donc, chaque jour que je gagne est un jour gagné. Et elle attend quoi? Ben, elle attend la libération par ses amis. La Hirc, Saint-Traille, Jean d'Alençon, peut-être le roi, qui vont débarquer et hop, chasser toute cette racaille ecclésiastique, et puis on y va et on reprend la guerre. Bon, c'est ça qu'elle attend, Jeanne. Et donc, elle lutte pied à pied avec les juges pendant quand même du 21 février au 30 mai. Ça a duré longtemps quand même, hein, pour quelque chose qui était fabriqué d'avance. Ce qui fait qu'on va avoir 2 procès, et puis autre chose qui n'est plus un procès. Le premier procès, c'est le procès politique, où ils vont essayer par tous les moyens d'avoir ce secret. Et ils l'auront pas. Ils l'auront pas, et nous, on l'a, mais on l'a pas complètement non plus. Parce que on a su, après, par le roi, qu'elle lui avait dit sa prière secrète. Et c'est ça qui a bouleversé Charles VII, parce que personne ne pouvait le savoir, ça. Donc il s'est dit quand même, elle arrive d'ailleurs, cette petite, c'est pas possible. Et ensuite, elle lui a redonné confiance. Mais est-ce qu'il s'est passé autre chose entre le roi et Jeanne? Jeanne ne l'a pas dit. Elle ne l'a jamais dit à son procès, et donc on ne le sait pas. D'où, peut-être vous avez entendu parler, toutes les hypothèses complètement folles, mais qui font toujours rêver. Et en fait, elle lui a dit « Je suis ta demi-sœur, parce que ta mère a couché avec Louis d'Orléans, et c'est comme ça, après on m'a mis à Don Rémy. » Enfin, des tas de trucs qui... Bon, ça nourrit les fantasmes, ça fait... Bon, en fait, on ne sait pas. Elle lui a pas dit. Donc, la seule chose qu'on sache, c'est ce secret que Charles VII dira après, et qu'on saura au procès de réhabilitation, mais qu'elle n'a jamais dit devant ses juges. Parce qu'en plus, c'est un chef militaire, Jeanne, c'est un chef de guerre, et elle a la pratique des secrets. Et elle sait qu'on ne livre pas les secrets à l'ennemi. Et en fait, elle sait que ce ne sont pas des juges, ce sont des ennemis. Et si elle avait dit, imaginez qu'elle ait dit, le roi doutait de lui-même, et je suis venu lui douter de sa légitimité, et je suis venu le conforter. Eh bien, que serait-il resté de ça? Le roi doutait de sa légitimité. Et l'Europe entière aurait su, on connaît ça en matière médiatique, hein, on oublie la fin de la phrase, l'Europe entière aurait su, on tient de Jeanne elle-même que Charles VII doutait de sa légitimité. Fini.
elle connaît très bien la guerre psychologique, elle connaît très bien la guerre idéologique, et elle sait qu'il ne faut pas parler. Et donc, elle ne parle pas. Voilà, alors, tout de suite, je me suis dit, en plus, en reprenant l'histoire des grands procès politiques, si vous reprenez les procès des grands chefs militaires, aucun ne s'est défendu lui-même. Ils ont fait une déclaration initiale et puis ils ont laissé la parole à leurs avocats. Parce que même les plus grands chefs militaires étaient complètement perdus devant ce monde judiciaire qui n'est pas le même monde que le monde de la guerre. Le maréchal Ney, dont il paraît-il on entendait la voix sur la plaine de la Moskova, sur la plaine d'Iéna, au milieu de la mitraille. Bon. Bel organe. Bon. Et bien, quand il arrive devant ses pairs, il se tourne vers son avocat, Berryer, qui a 20 ans, il lui dit « Maître, dites-moi ce que je dois répondre, donnez-moi un papier. » Enfin bon, il est perdu. Louis-Napoléon Bonaparte, quand il comparait après son coup d'État raté dans le nord de la France, et pareil, il dit à Berryer, qui avait vieilli, mais enfin le même, il lui dit Maître, je m'en remets à vous, parce que je ne sais vraiment pas à quelle sauce ils vont me manger, et je ne sais pas comment il faut se tenir. » Bon. Le maréchal Pétain fait la même chose. Le général Salan fait la même chose. Ils s'en remettent à leurs avocats. Pourtant, ce sont des stratèges. Pourtant, ils ont connu la guerre et l'État, etc. Mais c'est pas le terrain. Ils connaissent pas le terrain. Et Jeanne, elle n'a pas d'avocat. Et elle connaît le terrain à merveille. Alors là, l'avocat que je suis tombé en admiration en disant, mais ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, excusez-moi, il est un peu brutal, mais ça, c'est une bête d'audience, quoi. C'est un athlète de l'interrogatoire judiciaire. Et après, elle va les mener, les balader, et même non pas les faire rire, parce qu'ils riaient pas du tout, mais parfois c'est le public qui riait. Et les greffiers notaient. Responsio superba, ça veut dire responsio orgueilleuse. Responsio mortifère. À un moment, on lui demande s'il y avait des Bourguignons. Les Bourguignons, je précise, ici en Bourgogne, que les Bourguignons du temps de Jeanne, ça ne veut pas dire les gens de Bourgogne. Ça veut dire ceux qui sont du parti du duc de Bourgogne, alliés aux Anglais. Comme les Armagnacs, qui sont partisans du roi Charles VII, c'est pas ceux qui sont du pays d'Armagnac. Il y en avait qui venaient d'Écosse, c'était aussi des Armagnacs. Donc, bon, vous m'avez compris, c'est pas à vous que ça s'adresse. Bon. Et donc, le juge lui dit, cochon, tous les juges étaient bourguignons. Il y avait les Anglais, qui étaient pro-anglais, évidemment, puisqu'ils étaient anglais, et les bourguignons, qui étaient les Français pro-anglais. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on parlait. Et donc, Cochon lui dit, est-ce que dans votre village, il y avait des bourguignons? Elle répond, il y en avait un. Et j'aurais bien voulu qu'il eût la tête coupée. Si j'avais été son avocat, je lui ai dit, là, Jeanne, ça va pas, quoi. C'est tous des bourguignons devant, hein. Bon, tous les juges, bon. Et le greffier a noté responsio mortifère, hein, ce qui était vrai. Bon. Et donc on a toute la vie de ce combat pendant tout le temps, de ce combat qui est dramatique et qui se termine d'une façon, vous le savez bien, absolument tragique, et on le sait. Mais en même temps, il y a un tel allant, une telle jeunesse, une telle fraîcheur, un tel humour, un tel courage que d'abord on croit qu'elle va gagner, quoi, à un moment, et ensuite on pleure pas tout le temps. On pleure, on rit, mais enfin on suit comme elle. Par exemple, quand on lui demande comment était habillé Saint-Michel, elle ne veut pas répondre. Alors il y en a évidemment un très malin, le grand inquisiteur, qui lui dit « Était-il nu ?» Ça aurait été chouette, ça. Hein, bon. Et elle répond « Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ?» Il est quand même très habile, il faut avoir l'esprit très réparti. Et un autre qui ajoute par feu roulant « Avait-il des cheveux ?» Pourquoi les lui aurait-on coupés? Et donc elle n'a jamais dit, parce qu'elle ne jette pas des merveilles. C'est extrêmement important, ça. Jeanne a eu des visions, c'est sûr. Bon. Elle a eu des voix, elle a eu des visions. Et même, elle a eu plus que des voix et des visions, puisqu'elle dit qu'elle a touché les personnages qui lui apparaissaient, les saintes, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, notamment. Mais elle est d'une pudeur extraordinaire sur ces révélations. D'abord parce qu'elle est face à des ennemis, et qu'elle ne va pas leur livrer, et puis qu'elle trouve indécent leurs questions. Mais en même temps aussi parce que même si elle était face à des amis, c'est trop beau, c'est trop merveilleux, c'est trop intime et c'est trop sacré pour qu'elle puisse en parler.
Et donc elle reste avec cette réserve admirable qui dit d'une certaine façon aussi, qui est un des éléments qui plaide pour la véracité de son récit mystique. Parce que précisément, il est extrêmement pudique. Et que malgré tous les coups de boutoir de ces juges, ils n'en sauront que le peu qu'elle a voulu lâcher, et nous-mêmes, notre curiosité, si on avait une curiosité de ce domaine-là, notre curiosité n'est pas rassasiée parce que c'est pas un objet de curiosité. Ce qui était important, c'est ce que ces voix lui disaient, et même pas ce que les voix lui disaient, parce qu'elle dit très peu de paroles de ces voix. Elle dit « Et me disait l'ange, la grande pitié qui est au royaume de France ». Ça oui. Et me racontait l'ange, la grande pitié qui est au royaume de France. Mais c'est un résumé de ce que lui disait l'ange. Mais pour le reste, on n'en saura pas plus. Mais on saura quand même, j'allais dire, un peu tout l'environnement. Alors, je vais vous dire maintenant ce que vous allez trouver, une partie de ce que vous allez trouver dans ce livre, si vraiment vous le lisez. Et vous allez le lire. Hein, bon. Parce que, je vous le dis, pour vous donner envie de le lire, et parce que je pense que je parle avec ma propre expérience. Ne l'ayant pas vu avant de le regarder en avocat, je me suis dit que peut-être tous les autres étaient comme moi et qu'ils ne l'avaient pas vu. Parce que toutes les publications qui s'étaient faites de ce procès, c'était le texte en vrac. Et il faut quelques-uns privilégiés pour arriver de ce texte en vrac à sortir ce qu'a sorti Péguy, par exemple. Et avant de vous dire exactement ce que vous trouvez, je vais vous faire une toute petite histoire de ce procès, de la découverte de ce procès. Vous dire combien il est important dans l'histoire de Jeanne. Jeanne ne disparaît pas de l'histoire de France après sa mort et son procès en réhabilitation. Mais elle s'estompe. Elle reste dans la vénération d'Orléans, dans la vénération de Don Rémy, dans la vénération, quoi qu'on en ait dit, de la famille royale, notamment de Louis XI, et puis de famille en famille jusqu'au bout. Mais c'est tout. Et c'est en 1850, au cœur du XIXe siècle, du siècle scientiste, du siècle rationaliste, du siècle le plus opposé à la mystique de Jeanne, que Quicherat, le patron des archives de France, libre penseur, scientiste et rationaliste, exhume le procès de Rouen, les 4 exemplaires, le sort, le lit, et tombe sous le charme. Et dit, mais c'est une œuvre extraordinaire, et commence donc à le faire sortir. Sainte-Beuve, alors, à l'époque, Sainte-Beuve, je vous dis, c'est un écrivain critique littéraire, c'est pas une sainte. Hein, non. Je dis ça parce que j'ai trouvé une fois dans une copie, la sainte a dit. Bon, non. Et alors, Sainte-Beuve écrit dans ses chroniques du lundi, il faudrait sortir ce texte magnifique de la poudre du greffe. Il donne lieu à énormément de publications, et le premier qui s'en sert, c'est Michelet, l'historien, Jules Michelet. Pas le ministre, l'historien, Jules Michelet. C'est embêtant, on a la philosophe Simone Veil avec un W et l'autre la ministre, on a le ministre Edmond Michelet et puis l'historien Jules Michelet. Jules Michelet. Jules Michelet, républicain, laïque et tout, dit « Fantastique cette fille ! La fille du peuple qui sauve la nation alors que le roi l'abandonne et que l'église la brûle, ah paf, il en fait un bouquin qu'à l'époque scandalise les milieux catholiques. Aujourd'hui, quand on le lit, on dit finalement il est pas mal. Bon. Surtout qu'il a cette formule extraordinaire sur Jeanne, gardez-la bien. Jeanne, c'est le bon sens dans l'exaltation. C'est tout à fait ça. Donc, et alors à ce moment-là, du coup, les catholiques reprennent le combat en disant « Mais non, Jeanne n'est pas ce que vous dites, c'est quand même une... » Bon, et donc, l'histoire de Jeanne envahit les bibliothèques et envahit le domaine de la science historique. Quelques années plus tard, 1895, un jeune garçon d'Orléans, nommé Charles Péguy, est à Normal Sup. Il est d'origine catholique, mais il a laissé toute pratique catholique, et il est partisan de la République socialiste universelle. Et le bibliothécaire de Normal Sup, Lucien R.,
un vieil anarchiste en blouse grise, lui dit « Peggy, tu devrais lire ça ». Et il lui sort le procès de Jeanne. Peggy se plonge dans le procès de Jeanne et il n'en sort pas. Jusqu'à sa mort en 1914, il écrira sur Jeanne. Quand il écrit Victor-Marie contre Hugo, il parle de Jeanne. Quand il écrit Corneille, il parle de Jeanne. Quand il écrit la tapisserie de Sainte-Geneviève, ça se termine sur Jeanne d'Arc. Et quand il écrit les 8000 vers d'Ève, ça se termine sur Jeanne d'Arc. Donc, de toutes les façons, il n'en sort pas. Donc, elle a été sa muse et elle l'a attrapé et elle l'a conduit. Et elle a ramené de la République socialiste universelle jusqu'à Charles Péguy, tel qu'on le connaît, 1914, avec tout ce qu'il a écrit sur Jeanne, et ce qui est probablement celui qui a le mieux compris l'âme de Jeanne. Bon. Vous voyez qu'elle est revenue dans un milieu qui n'était pas du tout le milieu dans lequel on l'attendait. Et il y a quelque temps, ce qui était un milieu libertaire, un milieu de gauche, un milieu scientiste, un milieu, disons, républicain. Et j'ai fait la même expérience lorsque j'ai sorti mon livre. La deuxième conférence que j'ai faite, la première conférence que j'ai faite, je l'ai faite à la librairie Les Belles Lettres. Forcément, c'est normal, pour présenter mon livre. Et je reçois une invitation, c'était la seconde, d'une librairie qui s'appelle Les Tropiques. Elle est sur YouTube, donc vous pouvez aller la voir, qui m'écrit, et m'envoie un courriel, « Maître, accepteriez-vous de présenter votre livre dans ma librairie, qui est une librairie hegeliano-marxiste ?» Je lui réponds, je ne savais pas qu'il en existait encore, mais je viendrai volontiers. Il me répond, l'encore est de trop, mais je vous attends. Bon, donc j'y vais. Et j'arrive là, dans la librairie, 14e arrondissement, rue Raymond-Losserand, la librairie Tropique, où je vois un gaillard avec des épaules comme ça, qui me reçoit, qui me dit « Bon, installez-vous ». Bon, il y avait... on était 20, il n'y avait pas la place d'avoir tout le monde ici. Bon. Et il ouvre la séance en disant « Il y en a ici, avec le livre à la main, il y en a ici qui peuvent s'étonner que j'ai invité Maître Trémollet de Villers, qui n'est pas franchement de mon bord, bon, et qui est sur un sujet qui encombre pas les rayons de ma librairie. Bon. Mais j'ai deux choses à dire. Comme le disait le camarade Vladimir Ilitch Lénine, les faits sont têtus. Et comme disait mon maître Hegel, Jeanne est un fait... Non, l'histoire est parsemée de faits transcendantaux. Jeanne est un fait transcendantal. Maître, vous avez la parole. Je dis, monsieur, vous avez à peu près tout dit. Hein. Bon. Mais, comme j'étais là pour parler, j'ai quand même parlé. Bon. Et j'ai raconté un peu ce que je vous racontais. Bon. Et à un moment, comme on était en petit comité, c'était plus facile, il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui avait à peu près mon âge, il me tire par la veste comme ça, et il me dit, dites monsieur, là, maître, vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Je dis non, je ne suis pas un perdreau de l'année, ça c'est sûr. Bon. Ça fait un perdreau d'un certain nombre d'années, quoi. Et vous avez beaucoup vécu, vous avez beaucoup plaidé, vous avez vu beaucoup de choses. Je dis oui. Et vous pouvez y croire, vous, à ces anges qui apparaissent, ces Sainte Catherine, ces Sainte Marguerite, enfin, soyons sérieux, quoi. Comment vous pouvez croire à ça? C'est pas possible, quoi. Alors je me suis dit, bon, il faut que je réponde, mais enfin, sans l'humilier, mais quand même, enfin bon. Et j'étais en train de chercher ma réponse, et le patron le regarde et lui dit, je t'ai dit un fait transcendantal. Autant dire un mystère. Et si tu veux, et ce que propre du mystère, c'est qu'il est mystérieux. Et si tu veux que maître t'explique le mystère, et s'il y arrive, ben, il n'y a plus de mystère. J'ai dit, monsieur, vous avez tout dit. Voilà. Et donc, j'ai mesuré à ce moment-là, c'est l'avantage, j'ai mesuré à ce moment-là la portée du mystère dans l'histoire. Et je vous demande de réfléchir à ça. J'avais un maître et ami qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, Jean Housset, que certains peut-être ont connu ici, et qui nous disait, dans les cours de cadre qu'il nous faisait quand on était étudiant, « Faites des méditations historiques, vous verrez combien c'est surnaturel. » Et c'est vrai que quand on réfléchit à la façon dont les peuples s'arrangent, les États se font et se défont, on est bien obligé de croire à l'existence du mystère. Bon, du mystère dans la vie politique.
Et donc, j'en étais là. Quand on finit la conférence, après il y a un pot avec du fromage et du vin, et le patron me dit « Bon, vous êtes plutôt de droite ?» Alors, je dis « En tout cas, je suis pas de gauche. » Et il me dit bon, alors je sais pas comment je vous dis ça, parce que je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, à gauche, c'est la merde. » Alors je dis, vous savez, chez nous, c'est pas très loin. Hein. C'était avant toutes nos histoires. Là. Bon. On n'en est pas très loin non plus. Bon. Et alors je lui dis, mais vous savez quand même, alors, je voulais le consoler, quoi. Je lui dis, vous savez quand même, j'ai bien connu dans ma jeunesse un communiste que j'ai beaucoup aimé, qui était Philippe Aubrieux, l'ancien patron des jeunesses communistes. Il me dit, oui, j'ai bien connu Philippe Aubrieux, il a écrit de très beaux livres. Je dis, oui, il a écrit une biographie de Maurice Thorez, qui est très sévère pour Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste, mais qui est un très beau livre. Il me dit, oui, mais c'était le temps où on pouvait écrire un livre sur un secrétaire général du Parti communiste. Aujourd'hui, sur Pierre Laurent, en une demi-ligne, vous avez terminé le sujet. Alors, je lui dis, mais alors il y a Mélenchon. Il me dit, ah, Mélenchon, c'est le 19e siècle, arrêtez. Bon, alors, je dis, mais je sais pas quoi. Il me dit, alors, Jeanne, au secours, quoi. Hegeliano marxiste, hein. Bon. Et quelques temps après, je vais à France Culture, dernier bastion soviétique de l'Occident. Bon. Il y en a plus, il y a que, hein. Bon. Et avec Colette Beaune, historienne officielle de Jeanne d'Arc, et Michel Vinocq, bon, qui est historien, des historiens, et qui pontifie, comme chez lui, à France Culture. Moi, j'étais l'intrus. D'ailleurs, ils me regardaient pas, j'étais transparent, ils parlaient entre eux, je n'existais pas. Quoi. Et alors j'ai dit à Colette Beaune, madame, je suis très honoré d'être avec vous, la grande historienne. Que dalle. Bon. Et puis, et à un moment, elle dit simplement à mon attaché de presse qui m'avait dit qu'elle allait m'accompagner, parce qu'elle me dit, vous allez dans la fosse au lion. Je dis, oh, écoutez, j'ai l'habitude, ne vous en faites pas. Bon. Et elle dit, ah, vous avez fait une très belle couverture. Très, très belle couverture. Et alors je dis, et la typographie aussi. La typographie aussi est très bien, très très bien. Et dans l'ascenseur, alors là, ça m'a tué, parce que mon attaché de presse a dit « Et le chiffre des ventes !» J'ai dit « Alors, dites pas ça. » Elle m'a dit « Ben si, parce que vous avez vendu à vous seul plus qu'eux à tous réunis. » Bon, alors, donc ça va. Et dans l'émission, c'était pas sur Jeanne d'Arc, c'était « Pourquoi Jeanne d'Arc revient aujourd'hui ?» Et donc, on demande ça à Michel Vinocq. Et Michel Vinocq dit « Jeanne d'Arc revient, et elle revient là où elle est venue pour la première fois, à gauche. » Étonnant, hein? Bon, donc, c'est pour vous dire en un mot l'universalité de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, je voudrais vous dire, c'est pas du tout une pub, que le seul candidat à la présidence de la République aujourd'hui qui ait fait référence à Jeanne d'Arc, c'est le petit Frigoli, là, Emmanuel Macron. Là. C'est lui qui est venu à Orléans. Il se prend un peu pour Jeanne d'Arc, ça c'est embêtant. Bon. Mais il se prend pour le Christ aussi, donc voilà, on n'est pas de trucs près. Mais c'est vrai. Bon, donc il y a donc et j'ai été frappé de voir combien c'est un personnage, c'est plus qu'un personnage. Le personnage, c'est pas un beau mot, c'est un être. Je n'emploie pas le terme de sainte, parce qu'ils n'emploient pas le terme de sainte. Mais c'est quelqu'un qui est complètement transversal, quoi, dans le paysage français. Et d'ailleurs, la République, pour reprendre les choses, l'a canonisée avant l'Église, hein, puisqu'elle a été faite héroïne nationale par la loi de mai 1920, avant qu'elle fût déclarée sainte. Elle était déjà béatifiée, mais avant qu'elle fût canonisée. Et pour ajouter et terminer sur ce chapitre, on a failli mettre sous la statue de Jeanne aux Pyramides, élevée à cette occasion, l'inscription qui avait été préparée par Anatole France à Jeanne d'Arc, brûlée par l'Église, trahie par son roi, la République reconnaissante. Il fallait être Anatole France. Bon, vous voyez pour dire, voilà, l'ampleur de ce que on peut trouver, parce qu'elle est revenue par le procès. Mais après, il s'est passé ce que vous avez compris, c'est-à-dire qu'on a extrapolé sur le procès. Et chacun a fait son histoire, son personnage, sa Jeanne, et c'est normal. Tous les personnages historiques sont comme ça.
et ont droit à ce traitement. Mais chacun a fait son histoire de Jeanne, sa vie de Jeanne, sa psychologie de Jeanne d'Arc, etc. C'est très beau, il y en a qui sont très beaux. Le roman de Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers est un très beau livre. C'est une magnifique cinécénie de Jeanne. Mais là, vous aurez Jeanne et Jeanne seule. Jeanne en direct avec vous. Vous rencontrez Jeanne. Et beaucoup de gens me l'ont dit, j'ai rencontré ceux qui ont lu, et qui n'ont pas offert pour acheter pour l'offrir à leur filleule ou à leur grand-mère. Mais ils disent, j'ai vraiment rencontré Jeanne. Parce que, pour prendre une image que certains comprendront, quand tout le monde la comprendra peut-être, Jeanne, avant le procès, c'est un diamant parfait. C'est un diamant pur. Mais c'est un diamant non taillé. Et quand le diamant est taillé, et quand il est taillé, c'est très violent. Mais après, il brille de 1000 feux, beaucoup plus que s'il n'était pas été taillé. Or, les juges ont fait ça. Ils ont torturé Jeanne. Ils ont torturé dans tous les sens du terme, mais de cette souffrance est sorti un éclat qui n'existait pas dans la vie de Jeanne avant, et qui a été fait pour nous être donné à nous, après, et qui est ressorti au moment où nous en avions besoin. C'est-à-dire au moment où nous avons sombré intellectuellement, idéologiquement, dans le scientisme, dans le matérialisme, dans l'athéisme, dans le laïcisme, c'est-à-dire dans tout ce qui nous dit « Dieu ne s'intéresse pas aux choses de la société, Dieu ne s'intéresse pas aux choses de la politique, Dieu ne s'intéresse pas au royaume de France ». Vous ne pouvez pas, il y a une coupure complète, vous pouvez pas. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez aller à la messe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez y aller même tous les jours, même 3 fois par jour, tout ce que vous voulez, mais si vous arrivez en politique, vous n'êtes plus le même. Et vous oubliez. C'est la grande règle en France. La règle qui s'impose à tout le monde. Bon. Et c'est la règle qui est à l'opposé de la réalité du royaume de France et de la réalité du royaume de France que Jeanne rappelle avec ce Saint-Michel et Saint-Gabriel qui couronnent directement le roi de France. Et elle est venue de par le roi du ciel pour faire couronner le roi de France. Donc on est là au choc, vraiment, qui était le choc à l'époque, parce que c'était pas non plus différent, même si on était dans une période plus cléricale, bien sûr. Mais c'est pas non plus très différent, puisque l'élite du clergé qui juge Jeanne est au service d'un pouvoir politique. Et donc il y a véritablement un retour dans le monde moderne et une présence dans le monde moderne, dans notre monde aujourd'hui, de ce joyau qui est fait pour nous éclairer complètement. Alors vous trouverez, je reviens enfin à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver. Vous trouverez d'abord une chose qui a frappé son premier préfacier, son premier auteur du procès de Jeanne, Robert Brasillac, quand il dit le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques curés muets pour l'occasion en tortionnaires. Et vous trouverez ça. C'est-à-dire que vous trouverez d'abord une langue française inimitable. C'est d'abord la langue du XVe siècle. François Villon meurt l'année où Jeanne naît. François Villon naît l'année où Jeanne meurt, 1431. C'est le moment où le français sort du latin. C'est le moment où il est tout jeune, tout frais. C'est le moment de la source. Si vous voulez retrouver la langue française, jusqu'à la pureté de la langue française à sa source, si vous voulez vous en désaltérer, et si vous voulez bien parler un beau français, un français simple, vous allez trouver Jeanne. Jean Cocteau disait « Le plus grand écrivain de langue française, c'est Jeanne ». Et Jules Laforgue disait « Elle parle un français de Christ ». Et vous avez, je vais vous donner juste un exemple, lorsque, la deuxième séance, lorsque Beaupère lui dit, l'inquisiteur,
lui dit à quel moment, quand avez-vous ouï vos voix pour la première fois? Et Jeanne répond, quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Vous pouvez rester très longtemps sur cette phrase. J'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. On dit très souvent, beaucoup de gens pensent, et s'imaginent, que Jeanne était une sorte de marionnette dont les fils étaient tirés par les anges et les saintes. Tu fais ceci, Jeanne, tu vas là, tu fais ceci, etc. Et tout. Et elle disait, oui, d'accord, j'y vais, bon, c'est tout. Et ben non, écoutez bien, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. C'est-à-dire que Dieu, et c'est extraordinaire pour l'humilité de Dieu, Dieu vient près d'une jeune fille de 13 ans, mais il ne vient pas pour la commander, il ne vient pas pour la diriger, il vient pour l'aider à se gouverner elle-même. C'est l'immense respect par le Dieu créateur souverain de l'univers de la liberté de sa créature. Une jeune fille de 13 ans pour l'aider à se gouverner. Et elle gardera le gouvernement d'elle-même jusqu'au bout. Avec ses voix, parfois en désaccord avec ses voix, et parfois contre ses voix. Et elle le raconte aux questions des juges, parce que quand elle a sauté de la tour de Beaurevoir, qui faisait 30 mètres, elle est prisonnière à la tour de Beaurevoir. Et elle sait que les Anglais vont reprendre Compiègne. Et s'ils reprennent Compiègne, ils passent tous les hommes jusqu'à l'âge de 7 ans au fil de l'épée. Et elle dit, c'est pas possible de laisser ces bonnes gens de Compiègne pris comme ça, et donc il faut que j'y aille. Et les voix lui disent, Jeanne, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Et d'ailleurs, tu peux pas sauter 30 mètres, c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle lui dit, ne t'inquiète pas, Dieu portera secours aux bonnes gens de Compiègne. Et Jeanne répond, si Dieu porte secours aux bonnes gens de Compiègne, je veux y être. Parce qu'elle sait que Dieu n'agit jamais sans cause seconde. Et qu'il faut un intermédiaire, il faut une médiation, il faut quelqu'un qui agisse au nom de Dieu. Et ce quelqu'un, normalement, c'est elle. Et à ce moment-là, les voix lui disent, Jeanne, ne saute pas. Et elle saute. Contre ses voix. Et en sautant, elle crie, Jésus-Marie, sauvez-moi. Et elle tombe, bien sûr. Et elle reste 48 heures sans pouvoir manger, ni boire, ni parler. Mais elle n'a rien de cassé. Et après, quand les juges entendent ce récit, ils lui disent, enfin, Jeanne, est-ce que vous n'avez pas fait un grand péché de désobéir à vos voix? Parce que les juges, ils ne sont pas une contradiction près. Ces voix n'existent pas, ces voix sont une invention, mais si tu désobéis à ces voix, tu fais un grave péché. Ce qui, en théologie morale, n'est pas faux, puisque si elle estime en conscience que ces voix sont vraies et sont des voix de Dieu, elle doit obéir. C'est évident. Et elle dit, si, c'était grand péché, et je m'en suis confessé. Et Cochon lui dit, est-ce que tu as fait pénitence? Et elle répond, le mal que je me suis fait en tombant a suffi comme pénitence. Ouais, c'est authentique, c'est dedans. Bon, alors, et donc vous voyez, les voix, elle discutait avec elle. Sur le moment où elle devait partir, elle doit partir, et elle dit à ses voix, c'est aussi dans le livre, elle dit à ses voix, est-ce que je préviens mes parents ou est-ce que je les préviens pas? Et ces voix lui disent, Jeanne, ce serait mieux de prévenir tes parents. Parce que Cochon lui dit, enfin Jeanne, 4e commandement, tu respecteras ton père et ta mère, tu honoreras ton père et ta mère, et vous êtes partis comme ça, sans rien dire. Bon, c'est grand péché, Jeanne, grand péché, grande violation du 4e commandement. Elle dit, oui, les voix me conseillaient de le dire à mes parents. Mais moi, je pensais que ça n'était pas possible. Et en définitive, les voix m'ont laissé libre de faire ce que j'estimais devoir faire, en me conseillant quand même de leur dire. Et je suis parti sans le dire. Donc, de même qu'elle ne l'a jamais dit, ni à son curé de Don Rémy, ni à aucun de ses confesseurs. Et quand les juges lui disent « Pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre curé ?» Elle dit « J'avais trop peur que ça s'ébruite. »
qui prouve quand même une certaine psychologie. Hein, bon. Et donc, et une extraordinaire prudence. Et elle n'en parle. Et son confesseur, le frère Pasquerel, dira au procès de réhabilitation qu'il l'avait confessé. Il l'a confessé tous les jours. Elle se confessait tous les jours, Jeanne. Et parfois 2 fois par jour. Et il faut dire qu'elle menait une vie rude. Hein, bon. Et guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur, guerre au Conseil du Roi, guerre contre les capitaines, guerre contre tout le monde. Quoi. Bon, et donc c'était une vie violente. Et il lui dit jamais elle ne m'a parlé de ses révélations. Ces révélations vont au roi, parce qu'elles sont faites pour le roi, et au capitaine avec qui elle combat, parce que ça fait partie de son métier. Ce sont des révélations politiques et militaires, et donc elle a une mission politique et militaire, et donc elle en parle aux politiques et aux militaires. Donc vous trouverez... Et alors je continue quand même, parce que vous voyez, ce qu'on peut dire sur déjà une phrase. Donc vous avez de quoi méditer. Hein. Et la première fois, j'eus grand peur. Quand j'eus l'âge de 13 ans, en plus, j'ai pas dit, l'âge de 13 ans, à l'époque, c'est l'âge de la nubilité. 13 ans, une jeune fille peut se marier. Bon, c'est le moment, donc, du choix. Mariage, vie religieuse, etc. Quand j'eus l'âge de 13 ans, donc, c'est bon. Et la première fois, j'eus grand peur. Ce qui prouve que c'est pas une voix intérieure. Il y a eu je ne sais combien de livres et de thèses, c'était des voix intérieures qui lui montaient, et comme elle avait beaucoup prié dans son église, à Domrémy, devant Sainte Marguerite, devant Sainte Catherine, elle a cru que c'était Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui remontaient comme ça, etc. Les voix intérieures, ça fait pas peur. Ça n'a jamais fait peur à personne. Nous avons nos voix intérieures. Nos voix intérieures, en général, elles nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Et quand elles nous disent le contraire, on fait taire la voix intérieure. Bon, c'est pas compliqué. Hein. On parle d'autre chose, ou on va ailleurs, bon, etc. Mais là, la première fois, j'eus grand peur. Donc ça vient de l'extérieur. Et voilà, ce qui, à mon avis, est la plus belle phrase de la langue française. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Ben, si vous n'avez pas toute la poésie de la France là-dedans, la poésie de la France et la poésie du surnaturel. Mais un surnaturel extraordinairement naturel. Et qui vous dit le tempérament de Jeanne. Cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été. Il n'y a pas l'ombre du nombre du nombre. Midi, au temps de l'été, on ne peut pas imaginer plus solaire. Bon, dans le jardin de mon père. Elle a dit plus haut, j'ai reçu ma croyance de ma mère. J'ai appris de ma mère, Pater, Ave Maria, Credo, je n'ai reçu ma croyance que de ma mère. J'ai reçu ma croyance de ma mère et j'ai eu les voix du ciel dans le jardin de mon père. Voilà l'univers de Jeanne qui est un univers de simplicité et de beauté et un univers de lumière absolue. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce qu'on y serait demain matin, après-demain, et puis si je vous dis tout, vous l'achetez pas, vous le lisez pas, bon, et vous dites il a tout dit, c'est pas la peine. Bon, donc voilà la première chose que vous trouverez. Vous trouverez aussi, évidemment, des leçons religieuses, des leçons, je dirais, de mystique, mais d'une mystique extraordinairement simple, et pour ça extraordinairement profonde. Quand les juges lui disent « Jeanne, est-ce que vous obéissez à l'Église ?» et qu'elle dit « J'obéis à l'Église, Dieu premier servi, Messire Dieu premier servi ». Elle leur dit en fait, quand l'Église n'a pas Messire Dieu premier servi, elle met toute la puissance que Dieu lui a donnée, toutes les armes spirituelles que Dieu lui a données, au service d'une autre puissance. Et elle ajoute d'ailleurs, vous n'êtes pas l'Église, vous êtes mes ennemis. Parce qu'ils ont mis tout l'appareil ecclésiastique, tout l'appareil, parce qu'ils lui disent, Jeanne, on peut t'envoyer au feu sur cette terre, et on peut t'envoyer au feu éternel. Parce que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. C'est la pire des tortures. Et elle répond, Messire Dieu, premier servi. Et quand elle dit qu'elle s'en rapporte à Jésus-Christ, on lui dit, mais Jésus-Christ, et quelle différence fais-tu entre Jésus-Christ et l'Église? Et Jeanne répond, mais ta vie que de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un. Pourquoi fait-on difficulté que ce soit tout un? J'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé les textes. Je n'ai pas trouvé un autre texte parmi les pères de l'Église, même parmi les apôtres, même chez saint Paul, où on dit, dans une formule aussi ramassée, que notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un. On ne peut pas faire plus ramassé. Elle a le génie
de la concision poétique. D'ailleurs, à un moment, et alors, donc vous allez trouver ça. Et vous allez trouver, évidemment, Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y garde. Et ce qu'on ne lit pas après, et qui est pourtant très beau, je serais la plus dolente du monde si je savais n'être point en état de grâce. Et m'est avis que si je n'étais pas en état de grâce, la voix ne viendrait pas jusqu'à moi. C'est magnifique, hein? Bon. Donc vous méditerez là-dessus, etc. Bon. Et puis ensuite, vous le lirez à plusieurs. C'est un livre qu'on peut lire seul, bien entendu. Mais si on le lit à plusieurs, on voit des choses qu'on ne voit pas tout seul. Moi, je me suis efforcé, s'il y a mon commentaire, c'est pour vous expliquer ce qui se passe dans le tribunal, mais c'est aussi pour souligner la beauté de textes devant lesquels j'étais passé sans les voir. Et notamment celui que je viens de dire, il vint à cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Quand je pense à des livres d'histoire où j'ai vu ouais, elle a entendu ces voix probablement l'été dans le jardin de son père. Non, mais tiens, elle va pleurer, quoi. Bon. Et donc, il faut le texte, là, bon, et le voir. Mais même encore maintenant, après je ne sais combien, peut-être 50 conférences dessus, il a fallu que de l'auditoire, de gens qui l'avaient lu, me viennent des observations pour que je voie des morceaux de texte, ou des pages, ou des phrases que je n'avais pas vues. Ainsi, dans Valeurs actuelles, peu de temps après l'apparition du livre, Laurent Dandrieux écrit un article, le plus bel article qui a été écrit sur ce livre, et il met en titre de l'article « Au son de la voix vient la clarté ». Et je lui dis « Laurent, vous avez trouvé ça où ?» Il me dit « C'est dans votre livre. » C'est Jeanne qui le dit. Ah, j'ai dit « J'avais pas vu. » Mais à culpa. Au son de la voix vient la clarté. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous imaginez qu'au son de ma voix vienne la clarté? C'est prodigieux. Et en même temps, elle ne dit pas « Oui, quand la voix arrive, il y a de la lumière qui vient aussi. » Bon, non. Au son de la voix vient la clarté. C'est toute la poésie, toute la concision de la poésie et toute la profondeur en même temps de la pensée et de l'image. Alors ça pose un problème, évidemment. Les gens disent « Mais comment se fait-il qu'une jeune fille qui ne savait ni A ni B, qui n'est jamais allée aux écoles, parle comme ça ?» Et était en même temps, c'est ce qu'on dit au procès de réhabilitation, non seulement à son procès, mais à la cour, mais avec les chefs, mais avec ses amis, d'une langue aussi belle, aussi simple, aussi claire et aussi charmante. Et alors il y a une explication qui est quand même extraordinairement simple, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvée chez les historiens. C'est que de 13 ans à 19 ans, pendant 6 ans, elle a été en communication directe, en conversation directe avec les saints et les anges. Avec Sainte Marguerite d'Antioche, princesse, Sainte Catherine d'Alexandrie, qui avait réduit à néant tous les docteurs d'Alexandrie, c'est pour ça qu'elle a fini martyre, Saint Michel Archange, qui n'est pas n'importe qui dans l'art oratoire. Bon. Et Saint Michel Archange, dont elle dit « Et cette voix est belle, et douce, et humble, et parle le langage de France. » Donc on voit très bien, elle a repris. Quand vous fréquentez beaucoup quelqu'un que vous admirez beaucoup, vous finissez par parler comme lui, même par avoir ses tics de langage, même par avoir d'autres tics. Bon. Mais alors évidemment, quand c'est Nicolas Sarkozy, bon... mais, enfin, je dis ça au hasard, je pourrais dire un autre. Bon. Mais quand c'est Saint Michel Archange ou Sainte Catherine ou Sainte Marguerite, eh ben ça vous élève. Et regardez bien, belle et douce et humble et parle le langage de France. Donc si vous êtes à quelques-uns et que vous vous dites un jour on va travailler ce livre. On va travailler ce livre, enfin travailler c'est pas un beau mot, on va goûter ce livre. On va prendre joie, on va communier dans ce livre. Alors il y en a un qui prépare un chapitre, et puis les autres le lisent, et puis on en parle. Et là, vous allez trouver des merveilles, et vous allez pouvoir échanger ces merveilles. Et vous allez pouvoir communier dans ces merveilles, et vous allez faire un petit foyer d'amour de la langue de France, de l'histoire de France, de cette incarnation extraordinaire du génie français qu'est Jeanne d'Arc. Et à ce moment-là, vous reprenez goût au royaume de France. Vous reprenez goût
à la France. Un goût vrai. Pas un truc intellectuel, pas un truc doctrinaire, pas un truc de slogan, pas un truc, etc. Bon, quelque chose, quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un à aimer, à connaître, à admirer et à aimer. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité, n'est-ce pas, l'identité nationale, qu'est-ce que c'est l'identité nationale? Mais l'identité française, c'est très simple. L'identité française, c'est Jeanne. À partir du moment où vous êtes rentré dans le mystère de Jeanne et dans la personne de Jeanne, vous êtes rentré dans le génie de la France, et dans le mystère du royaume de France, et dans le mystère de l'histoire de France. Et vous y êtes complètement à l'aise. Mais rentrer seul, c'est bien, mais rentrer seul pour un royaume, vaut mieux rentrer à quelques-uns. Et puis quand on rentre à quelques-uns, ensuite on en parle, et ça fait de plus en plus. Et ça fait qu'on fait revivre un pays. Il y a un texte de Jean Guiton, je vais terminer là-dessus, un texte de Jean Guiton que j'ai oublié dans ma sacoche, elle n'est pas là, mais comme je le connais par cœur, je vais vous le dire. Jean Guiton écrit ce texte en 1943. Il est prisonnier en Allemagne. Et il constate que dans le flag où il est, avec des autres officiers, même avec la promiscuité de la prison, il y a des divisions. Et il dit en fait, ces France, au pluriel, souffrent parce qu'elles ne se connaissent pas. Il faudrait peu de choses, mais ce peu sera tout. Un centre de pureté, d'intensité. Un souffle venu du plus profond de la France, du plus profond de l'histoire, et qui aille au-delà du temps présent. En somme, l'analogue de ce que Jeanne fut. Et après, il ajoute, sans attendre de miracle, par un long travail de patience et d'action. Si nous reprenions ce que Jeanne de son temps fut, on pourrait refaire un pays. C'est exactement ce qui nous est demandé. On pourrait refaire un pays. Pour refaire un pays, il faut retrouver une nourriture. Il faut retrouver une nourriture commune, une nourriture belle, une nourriture riche, une nourriture qui vienne du plus profond de notre histoire et qui aille au-delà du temps présent. Et qui peut nous apporter aujourd'hui ce qu'elle a apporté en son temps, c'est-à-dire l'espérance contre tout désespoir. L'espérance au-delà de tout désespoir. Quand elle commence, personne ne croit à la possibilité de la victoire. 5 mois après, tout est gagné. Quand elle meurt, personne ne croit qu'il va rester quelque chose de Jeanne. 5 siècles après, Jeanne revient comme avec une clarté, une lumière, un scintillement de diamant qu'on n'avait même pas connu de son temps. Et elle nous est donnée aujourd'hui, par ces actes du procès, elle nous est donnée aujourd'hui comme même ses contemporains ne l'ont pas eue. Même ceux qui ont été ses compagnons ne l'ont pas vue comme nous avons la possibilité de la voir, avec la même intensité, avec le même éclat. Et on passe à côté, et on l'offre à la grand-mère, et on ne le lit pas. Alors, j'en ai terminé. Ce sur quoi Guiton finit, c'est sur cette formule, car l'histoire de Jeanne est la seule histoire scientifiquement connue, où l'on voit les énergies mystiques mises au service d'une nation. Ce qui prouve que le ciel ne s'est jamais désintéressé du royaume de France et qu'il ne se désintéresse pas non plus aujourd'hui, si toutefois les Français ne s'en rendent pas indignes. Donc la seule chose qui nous est demandée, c'est d'être dignes des grâces qui nous sont envoyées. Si elle nous a été envoyée dans les temps modernes, c'est parce que nous en avions besoin dans les temps modernes. Et si l'ayant dans les temps modernes, on ne se sert pas de ce joyau, si on ne se nourrit pas de cette nourriture, nous n'avons qu'à nous en prendre à notre indignité. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous l'avez à portée de la main, maintenant que vous pouvez le lire, alors vous allez vous faire ce que nous devons tous nous faire, les apôtres
du royaume de France auprès des Français. Et quand les Français auront renoué par leur cœur avec le royaume de France, alors le royaume de France sera sauvé. Amen. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, d'abord, il y avait plusieurs papes, vous savez. Il y a eu 2 papes, Martin V et Clément, je ne sais plus combien, un à Avignon, un à Rome. Bon. Et vous faites bien parce que vous faites penser de dire quelque chose sur l'université de Paris que je n'avais pas dit, pour montrer son orgueil. L'université de Paris, il y avait 2 papes. On a consulté l'université de Paris pour savoir quel était le bon pape. Et après consultation des experts, il est arrivé ce qui arrive généralement après la consultation des experts. On a eu 3 papes. Alors, les Italiens qui étaient furieux qu'on ait consulté l'université de Paris et pas Rome, disaient avec l'accent italien « Mais nous croyons que l'université de Paris a une caisse d'où elle sort les papes comme elle veut. » Donc, et Jeanne, pendant sa campagne, reçoit une lettre qu'on lui oppose au procès de Rouen, reçoit une lettre du comte d'Armagnac lui disant « Jeanne, ma bonne amie, etc., vous qui avez des révélations particulières, privilégiées du ciel, etc., dites-nous auquel des 3 papes on doit obéir. » Et Jeanne répond, extraordinaire cette réponse, « Mon cher comte et bon ami, je suis en ce moment trop occupé aux choses de la guerre pour vous répondre sur cette question. » Et quand les juges l'interrogent sur cette lettre, elle dit, on voit la scène, « J'étais en train de monter à cheval quand j'ai dicté cette lettre. » Vous la voyez là ? On lui dit, hey, « Jeanne, il y a 3 papes. » Enfin, elle saute sur son cheval, elle dit, « J'ai pas le temps. » Et d'ailleurs, après, elle dit, « Mais j'étais pas compétente pour ça. » Alors, pour revenir à ce que vous dites, les juges, à un moment, lui disent est-ce que vous obéissez à l'Église et à notre Saint-Père le Pape? Elle dit oui, et j'en appelle au Pape. Et là, elle fait un coup, parce qu'en procédure inquisitoriale, c'est un procès d'inquisition, quand on en appelle au Pape d'une façon, dans un procès grave, et c'est un procès grave puisqu'elle risque sa vie, ça suspend le procès. On suspend le procès et on transporte tout à Rome. Évidemment, Cochon lui dit le pape est trop loin, il n'en est pas question, etc. Donc l'appel, apparemment, n'arrivera jamais au pape. Mais, alors, à Rome, on n'a rien fait. À Rome, on n'a rien fait. On n'a pas couvert, mais on n'a pas condamné les juges. On n'a rien fait. Et je ne peux pas imaginer, mais ça c'est moi, je ne peux pas imaginer que Rome n'ait pas su ce qui se passait. Parce que tout le monde le savait. C'était quand même, la vedette mondiale, Jeanne. Bon. Et donc, et tout le monde suivait ce procès. Et donc, tout le monde devait savoir. Personne ne s'est levé pour elle. Personne. Alors, je pense que la puissance des puissances coalisées était trop forte. Et l'université de Paris était trop forte pour qu'on osât s'opposer à l'université de Paris. Et puis Jeanne était vaincue. Et il faut bien dire que le roi et l'entourage royal ne faisaient pas beaucoup de battage pour Jeanne. Donc on se disait, voyons, c'était peut-être bien une sorcière. On ne sait pas. Donc voilà, on n'a pas su. Alors après, 25 ans après, quand Charles VII rentre dans Rouen, il se fait livrer immédiatement le procès. Il le remet à des légistes et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et les légistes disent, c'est plein de nullités, on peut faire un procès en révision. Et le procès en révision s'ouvre, mais ils disent, la seule personne qui peut demander, c'est la mère de Jeanne, qui est toujours vivante. Et donc c'est Isabelle Romée qui a demandé au pape, alors pour le coup. Elle a demandé au pape l'ouverture d'un procès en révision. Et le début de sa lettre, c'est extraordinaire, ça vous tire les larmes. J'avais une fille née en légitime mariage, que j'avais beaucoup aimée et élevée selon les voies de l'Église, etc. Et bon, qui a été brûlée. Et puis alors on a ouvert le procès, etc. Et puis on a réhabilité et on a annulé ce procès. Ce procès a été annulé totalement. Mais 25 ans après.
Sur le moment, c'est l'abandon total. Vous savez, Jeanne est en état de déréliction, c'est Peggy qui le dit, dans un état de déréliction qui est proche de l'état de déréliction de Jésus à sa passion et à sa croix. Il n'y a plus personne, avec elle, rien, personne. Alors qu'elle n'avait jamais vécu seule, Jeanne. Elle a vécu en famille, elle a vécu avec ses compagnons. C'est si on peut dire, c'est une femme qui adore, une jeune fille qui adore le compagnonnage, l'équipe. Elle s'entendait très bien avec ses hommes d'armes, etc. Elle a toujours été très entourée. Ses frères sont venus la rejoindre tout de suite. Donc, elle est une fille qui n'a jamais vécu seule. Et là, elle est abandonnée, y compris par ceux qui auraient pu élever la voix, quoi. Alors, Thomas de Courcelles, qui était juge au procès de Jeanne, qui a été l'un de ceux qui a voté la torture. Parce qu'à un moment, ils ont voulu la torturer. Bon. Et ils sont réunis, alors on l'a menée dans la salle des tortures. Salle des tortures où il y avait des types avec des gros muscles et des trucs de fer, là, qui sortaient des tenailles, enfin, tous les instruments de torture, la baignoire, on allait la plonger et tout. Et on lui montre tout ça, et Jeanne éclate de rire. Bon, alors... elle dit, mais je vous ai dit que vous pouviez m'écarteler à 4 chevaux, je ne vous le dirai pas. Donc vous pouvez me torturer. Et après, elle a cette formule extraordinaire. Et si je vous disais quelque chose, immédiatement après, je vous dirais que ça ne vaut rien, puisque je vous l'ai dit sous la torture. Ce qui est la condamnation en une phrase de toute la torture judiciaire. Amnesty International devrait élever une statue à Jeanne. C'est la condamnation de la torture en une seule phrase. Bon, eh bien... Thomas de Courcelles avait voté la torture. En définitive, à une voix de majorité, ils décideront de ne pas la torturer en disant que ça ne servira à rien. Bon. Et donc, ce qui prouve que d'avoir du courage, ça aide quand même. Et Thomas de Courcelles est donc convoqué au procès de réhabilitation. Et là, c'est extraordinaire à lire. Il se souvient de rien. Ah, je sais pas, je suis passé, j'ai aucun souvenir, peut-être on peut regarder ça dans les actes. Alors on lui parle de la torture, il dit ah non, je suis même pas, enfin, rien. Et à l'époque, il est chancelier de l'Université de Paris. Et on voit très bien que c'était quand même compliqué, parce qu'on a rétabli complètement les rapports avec les Bourguignons. Le duc de Bourgogne est rentré dans l'amitié de Charles VII. Bon. On a rétabli... on est en train de rétablir la paix avec le royaume d'Angleterre. Donc, et l'université de Paris est quand même toujours l'université de Paris. Donc, on ménage. Là, quand on le lit, là, maintenant, on a envie de dire, ce type, on devrait le prendre, le foutre en tôle. Mais non. Il est reparti comme il était venu en ayant tout oublié. Alors que les autres ont des souvenirs extraordinairement précis. Lui, que dalle, ça. Et pourtant, il est quand même grand chancelier, donc il doit avoir un cerveau qui fonctionne bien. Hein. Mais là, brouillard. Qu'est-ce que vous voulez, personne s'en est occupé. Personne s'est occupé de... Pour avoir une béatification, il faut que des gens s'en occupent. Les franciscains se sont occupés de faire béatifier et canoniser Saint François. Il y a des ordres religieux qui s'occupent de leurs saints. Bon, Jeanne, personne s'en est occupé. Elle était vénérée, mais personne... Et puis c'était difficile quand même. C'était difficile parce que à chaque fois, on disait quand même... Il y a un os, hein. Ça veut dire qu'ils se sont tous trompés. Et en plus, qu'ils ont été pires que ça. Bon. Alors, celui qui a débloqué la situation, c'est le père Jean-Baptiste Hérol, un jésuite du XIXe siècle, qui a écrit 6 volumes sur Jeanne, qui ont été réédités ces temps-ci, que j'ai lus. Il faut se les faire, parce qu'en fait, il combat toutes les théories de son temps aussi. Donc parfois, on a envie de lui dire, il y a un volume entier, il n'a plus parlé de Jeanne, quoi. Il a esquinté Michelet, Quichera, et puis après on lui dit oui, mais Jeanne là-dedans. Enfin bon, mais donc en fait, sa thèse a été quand même très bien faite, c'est-à-dire qu'il dit l'université de Paris était en fait rebelle au pouvoir pontifical. Elle préparait le concile de Bâle, ce qui est vrai. Elle préparait le concile de Bâle, et au concile de Bâle, elle a essayé de faire triompher sa thèse, qui était, écoutez bien, comme les choses sont modernes, le concile est supérieur au pape. Et c'est le concile qui détient la vérité et pas le pape. Bon. Donc, alors, le père Hérol a trouvé l'angle d'attaque et il a dit Jeanne a été condamnée
par des types, des clercs qui étaient en voie de schisme et en voie d'hérésie. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont condamné. Et il a envoyé à Léon XIII, et Léon XIII lui a dit très bien, continuez. Bon. Et donc après, Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, a repris le flambeau. Et puis après, le cardinal Touchet, qui a été évêque d'Orléans, a écrit 2 volumes, La Sainte de la Patrie. Alors, le cardinal Touchet, il est tombé amoureux de Jeanne dès le premier jour où il l'a connue. Hein. Bon. Et il a écrit 2 volumes, La Sainte de la Patrie, qui sont magnifiques, et dans lesquels, qui ont été réédités. Moi, c'est moi qui les ai fait rééditer, alors je sais. Et ils ont été... il la prend au premier jour et il la suit jusqu'au dernier. Et lui, il a fait le procès de béatification. Et ensuite, on attendait 2 miracles pour avoir le procès pour avoir la canonisation. Et on avait un miracle et on n'en avait pas 2. Et le second, alors, le cardinal Touchet a imaginé quelque chose. Il est parti en pèlerinage à Lourdes avec son diocèse et il a dit à une vieille dame qui était mourante dans son pèlerinage, vous allez demander votre guérison, mais vous n'allez pas la demander ni à Notre-Dame de Lourdes, ni à Sainte-Bernadette, vous allez demander à Sainte-Jeanne d'Arc. Et elle a demandé à Sainte-Jeanne d'Arc et elle a été guérie. Alors il a écrit à Rome, ça y est, j'ai mon second miracle. Et le pape, c'était Pie X. Le pape Pie X a dit les Français sont fous, quoi. Bon. Et donc il a rangé le truc en disant non, ça n'existe pas ce truc-là. Bon. Et donc elle n'a pas eu son miracle. Et alors on pense, après je sais pas, mais je pense que le second miracle, c'est que la République l'ait faite héroïne nationale. Donc à l'unanimité des 2 chambres. Et là, voilà. Mais vous savez, encore maintenant, je dis maintenant, il y a d'éminents ecclésiastiques ici, qui sont des amis de Jeanne, mais il y a beaucoup d'ecclésiastiques auprès de qui Jeanne, encore aujourd'hui, ne passe pas. Ne passe pas. Et moi, j'ai un très bon ami, prêtre, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est un très bon ami, qui m'a dit un jour, votre Jeanne d'Arc, elle m'énerve, parce qu'elle dit, je n'ai jamais tué personne. Mais Hitler non plus, il n'a jamais tué personne. Et Churchill non plus, ils n'ont jamais tué personne. Mais ils ont fait tuer des millions de gens. Les chefs de guerre, ils ne tuent jamais personne en personne, personnellement, mais ils font tuer. Je lui dis, vous parlez exactement comme Cochon. Alors, il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Parce que Cochon, quand Jeanne dit, je n'ai jamais tué personne, Cochon lui dit, mais enfin, Jeanne, vous avez été dans des batailles où beaucoup d'Anglais furent tués. Et Jeanne lui répond, comme vous en parlez doucement, ils avaient qu'à rentrer chez eux. Et dans l'assistance, un lord anglais, c'est dans les actes du procès, un lord anglais se lève et crie « Quelle bonne femme! Que n'est-elle anglaise ?» Et Cochon a supprimé les audiences publiques. Là, il a dit « Ça va plus, elle est en train de me retourner la salle. » Et vous voyez, donc, c'est un débat qui est... vous savez, Jeanne, c'est un problème dans l'Église, parce que c'est la laïque absolue. Elle est vraiment laïque. C'est-à-dire que c'est le peuple. Laïque, c'est le peuple. Bon, elle est femme, donc elle ne peut pas être consacrée. Mais il y a des clercs non consacrés. Un avocat qui porte une robe et qui parle, c'est un clerc. C'est un clerc non consacré, mais c'est un clerc. Un journaliste, c'est un clerc. Un écrivain, c'est un clerc. Un professeur, c'est un clerc. Tous ceux qui vivent de leur intelligence ou de leur plume ou de ça, ce sont des clercs. Bon. Qui est-ce qui est le vrai laïc, en dehors de la femme? C'est le paysan et le soldat. Ceux-là, c'est les vrais laïcs. Et Jeanne, elle est femme, paysanne et soldat. Et cela, une laïque aussi laïque, c'est-à-dire aussi humble, reçoivent la grâce de couronner le roi de France par Saint-Michel et parle directement au nom de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, tout pas ça. Tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait par le commandement de Dieu. C'est très dur à passer pour les hommes de Dieu, qui sont le canal ordinaire de la médiation de la grâce. Donc c'est un problème. Et c'est un problème qui est très moderne et qui montre la véritable laïcité. Aujourd'hui, on parle tellement de laïcité. La véritable laïcité, c'est Jeanne. Elle n'a aucune suggestion ecclésiastique et pourtant elle est pleinement catholique, totalement catholique. Et c'est ce que doit être le pouvoir. Le pouvoir doit être le pouvoir d'État, il ne doit pas être mêlé au pouvoir clérical. Sinon, on est dans le cléricalisme, où c'est l'État qui écrase l'Église, où c'est l'Église qui écrase l'État. Il doit être distinct, mais il est pleinement catholique. Et ça, ce n'est pas passé encore aujourd'hui.
Donc il y a du chemin à faire. C'est pour ça qu'elle est très moderne. Elle est très moderne dans l'histoire de France, elle est très moderne dans l'histoire de l'humanité, et elle est très moderne dans l'histoire de l'Église. Elle est très moderne dans l'histoire de l'humanité parce qu'aujourd'hui, la chose sur laquelle on bute, c'est cette question-là. Est-ce qu'on est, si on dit qu'on est contre le laïcisme ou la laïcité à la française telle qu'elle existe aujourd'hui et qui n'est pas de laïcité, on dit, ben alors vous êtes comme les fanatiques musulmans. Vous êtes Allah Akbar. Bon, donc, et alors qu'est-ce que vous êtes? Et non. Allah Akbar, c'est vraiment je te tue au nom d'Allah qui m'a dit de te tuer. Alors que, je reprends la phrase de Jeanne, j'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Allah Akbar, il ne dit pas aux musulmans de base, je t'envoie une petite voix pour t'aider à te gouverner. Donc toute la différence est là. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le fanatisme islamique et on ne peut pas lutter contre la menace islamique qui est une menace religieuse. Au nom de Dieu, avec un système qui nie Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas lutter contre un musulman avec un système athée. En revanche, si vous êtes en plénitude de l'ordre catholique, vous pouvez parler avec un musulman. Il vous respecte. Seulement, il faut manifester la plénitude de l'ordre catholique, tout en étant complètement laïque. En tout cas, je ne suis pas le maître d'œuvre, hein. Je suis l'intermédiaire. Je suis l'intermédiaire entre celui qui l'a trouvé, qui me l'a envoyé l'information, et celui qui a réalisé le retour, c'est-à-dire Philippe et Nicolas de Villiers, qui ont agi exactement comme des compagnons de Jeanne, c'est-à-dire qu'ils sont partis à l'assaut en 36 heures, 377 000 € pour ramener un anneau qu'ils n'avaient pas vu, dont ils ne savaient pas si c'était le bon, etc. Bon. Mais simplement parce qu'on leur a dit c'est l'anneau de Jeanne, alors c'est pas possible qu'il reste là-bas, il faut qu'il revienne. Ça, c'est des lions. Bon. Mais oui, c'est quand même... mais vous savez, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose. Parce qu'on n'a pas de relique de Jeanne. Hein. On n'en a pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une des raisons pour laquelle il est parti en Angleterre, c'est que les Anglais, à ce moment-là, disaient qu'il ne reste rien. Le cardinal de Winchester, il a dit au bourreau, vous savez, quand le bourreau est arrivé, il a dit « Mais le cœur n'a pas brûlé. Le cœur n'a pas brûlé. J'ai remis de la poix, j'ai remis de l'huile, j'ai remis du bois, et le cœur ne veut pas brûler. » Le pauvre, il en pleurait, il disait « Je suis damné. » Bon. Et le cardinal de Winchester lui a dit « Allez, jette tout à la Seine, tout. Et toutes les cendres, qu'il reste rien. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire « J'ai ramassé des cendres de Jeanne. » Enfin, bon. Et donc l'anneau, disparu. Donc la seule chose qui nous reste de Jeanne, c'est cet anneau. Et que cet anneau revienne en France, qu'il revienne en même temps au Puy du Fou, qui est quand même aujourd'hui l'endroit, le lieu où, à travers des êtres, à travers des spectacles, à travers une vie, on voit vivre le royaume de France, c'est un grand symbole. Hein. C'est indiscutablement un grand symbole. Alors après, on peut passer à côté et dire oui, d'accord, bon. Mais on peut aussi le creuser et dire... c'est une indication. Mais comme dit Guiton, si toutefois nous n'en sommes pas indignes. Donc il faut le prolonger. Ça ne suffit pas à soi tout seul. Il faut le prolonger. Mais c'est vraiment... après, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu mais disons même pas des indications, disons même pas des signes, pour être très, très réaliste. Mais enfin, quand même, des coups de bol. Bon. Ce qui est le nom un peu brutal de la grâce, quoi. À la Sorbonne, c'était tout près. D'ailleurs, c'était la Sorbonne. C'était la Sorbonne en majesté. Ben, vous savez, à toutes les institutions intellectuelles qui se gonflent d'orgueil. Bon. Alors donc, c'est récurrent. Hein. D'ailleurs, ils ont une formule pour se définir. C'est les clercs en ceux se connaissant. Et les clercs en ceux se connaissant sont supérieurs au pape. Parce qu'ils sont réunis entre eux comme ça, et ce sont les intelligences. Mais quand François Ier, plus tard, lance le Collège de France, c'est pour faire pièce à l'orgueil de la Sorbonne, hein, qui ne voulait absolument pas que quelque chose puisse sortir en dehors d'elle. L'éducation nationale, qui est très très loin, ces gens-là étaient infiniment plus intelligents. Hein. C'était, comme quand je dis un procès soviétique, c'est un peu une insulte
à l'université de Paris, parce que les soviétiques à côté, c'est des gros bourrins, quoi, si vous voulez. Eux, c'est de la dentelle. Hein. On vous torture, mais en dentelle. Ah si, alors je peux vous raconter vite l'histoire, mais parce qu'elle est belle. J'ai raconté à certains, mais ça fait, on est toujours content de l'entendre. Donc il revient, et au moment où Nicolas de Villiers emporte l'anneau, après l'avoir acheté pile le prix qu'il avait, pile l'argent qu'il avait trouvé, hein. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Bon. Et tout content, et l'avocat qui s'était occupé des enchères lui fait signer un certain nombre de papiers. Et il signe, comme on fait dans ces cas-là, sans regarder, quoi. Bon. Et puis il part avec l'anneau. Et parmi les papiers qu'il avait signés, il y en avait un. Je m'engage, cette pièce étant historique, je m'engage à la montrer au comité d'experts prévu par la loi, etc., avant qu'elle quitte le territoire du Royaume-Uni. Donc les Anglais disent, bah, dites donc, vous l'avez emmenée, vous n'avez pas soumise aux experts, il faut la ramener. Il faut la ramener. Et là-dessus, Philippe fait son numéro. J'irai moi-même me constituer prisonnier à la Tour de Londres, mais si vous voulez, venez le voir ici, vous êtes les bienvenus, mais pour le reste, too late, messieurs les Anglais, too late. Bon, alors, et puis dans la réception que vous avez vue peut-être sur YouTube au Puy du Fou, quand il s'adressait à la foule, alors, l'anneau doit-il repartir en Angleterre? Non! L'anneau doit-il rester ici? Oui! Le peuple a parlé. Enfin bon, alors donc, et alors tout ça c'est bien joli, mais il reçoit des lettres recommandées, enfin des avis, des sommations d'avoir à exécuter la signature et la loi, sa signature et la loi. Bon. Et il me dit, bon, tu nous as mis dans ce merdier là, donc maintenant t'es avocat, tu t'occupes, enfin tu nous défends. Et je lui dis, oui, ben je vous défends. Attends, s'ils viennent, tu te rends compte, on leur dit cet anneau, vous l'avez volé à une sainte que vous avez brûlée il y a 6 siècles de recel. Ça coûte cher, hein? On va se faire un pognon, tu vas faire 3 spectacles de plus au Puy du Fou. Bon. Et puis quand même, comme je suis pas un spécialiste des douanes, je consulte quelques confrères qui sont spécialisés là-dedans et qui me disent, rêve pas avec ton recel et tout ça. Il n'y a même pas de procès. Parce qu'il y a des accords entre tous les pays d'Europe, et même entre tous les pays du monde d'ailleurs, mais surtout entre tous les pays d'Europe, qui font que si l'Angleterre demande à la France d'envoyer ses douaniers, ses gendarmes pour récupérer l'anneau, eh ben, il n'y a pas de procès, ils vont le récupérer. De même que si ça se passait réciproquement en Angleterre, on dirait au Royaume-Uni, envoyez-nous le truc, voilà, c'est tout. Bon, il n'y a pas de procès, il n'y aura pas de procès. Ils vont débarquer et ils vont prendre l'anneau. Alors, il dit, bon, ben, je le planque. Bon, alors, mais je le planque, mais ben, ça arrangeait pas les affaires, quoi. Et là, comme j'étais donc son avocat, qui me demandait conseil, je lui dis, il faut passer par la reine. Et parce que la reine Victoria avait dit au XIXe siècle, cet anneau doit rentrer en France. Donc, tu as un argument. Alors, il me dit, oui, mais la reine, je vois pas comment, et tout. Et puis, tout d'un coup, il me dit, ah oui, si. J'ai rencontré, quand j'étais parlementaire européen, un parlementaire européen anglais, un lord, qui est lord. Je vais m'adresser à lui. Donc il s'adresse au lord et il raconte l'histoire de l'anneau. Et le lord lui dit, mais la semaine prochaine, il y a encore une réception où je vais voir la reine, je vais lui en parler. Alors le lord voit la reine et lui dit, Majesté, mon ami, le vicomte, le joli de Villiers de Saint-Aignan, il y a des moments où ça sert, quoi. Bon. Et donc, cet anneau, enfin il raconte le truc, quoi. Et la reine dit que le vicomte m'écrive. Alors le vicomte, lui, prend sa plus belle plume et écrit à Sa Majesté une lettre dans laquelle il rappelle la reine Victoria, etc. Et puis plus rien. Plus rien, mais plus de sommation. Plus rien, silence. Et au bout de, je sais pas, quelques jours, ou quelques semaines même quand même, au moins pas tout à fait un mois, il reçoit une lettre du service officiel des douanes anglaises, enfin du service qui lui dit, du patrimoine, qui lui dit... Monsieur, tout est en règle. Ne vous inquiétez pas, tout est en règle, l'affaire est... Bon. Et alors il appelle son copain, le lord, il lui dit, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le lord lui répond, alors écoutez bien ça, c'est merveilleux. Chez nous, un battement de cils de la reine suffit. Et maintenant, quand vous allez au Puy du Fou et que vous faites tout le trajet à l'intérieur du château,
et que vous arrivez, après des tas de spectacles magnifiques, que vous arrivez dans un endroit où on vous dit, maintenant, recueillez-vous, vous allez passer en silence dans la chapelle, où vous allez vénérer un objet très précieux, qui est l'anneau de Jeanne d'Arc, revenu en France avec la permission de sa gracieuse majesté. Et donc, voilà, les choses sont renouées. Et le Royaume-Uni a été à la hauteur. D'ailleurs, vous savez que Jeanne a une statue à Winchester, hein, à Westminster, dans la cathédrale de Westminster. Jeanne a sa statue. Donc ça, Et dans une réunion que j'ai faite il n'y a pas longtemps à Angers, avec un certain nombre d'étudiants, très sympathiques d'ailleurs, et il y avait parmi les étudiants un qui m'a posé une question avec un accent anglais assez fort. Alors après, je lui ai dit, vous êtes... Il m'a dit, oui, je suis anglais, mais nous, les Anglais, on aime Jeanne plus que vous. Il ne faut pas nous la faire encore. Hein. Jeanne et Napoléon. Hein. Alors vous allez tous